Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. On reçoit la journée des droits de l'enfant le 20 novembre. Je m'occupe de l'ensemble des enfants et des adolescents. Je suis professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, donc de tous les adolescents. Mais j'ai une préoccupation particulière, comme tout un courant dans le monde, c'est tout un courant international qui s'appelle transculturel, où on se préoccupe en particulier, aussi bien au niveau des soins et puis de la recherche, comprendre comment ça marche, des migrants et de leurs enfants. Alors, la migration, ce n'est pas les enfants de migrants qui sont vulnérables, c'est la migration qui est une situation qui les vulnérabilise. C'est-à-dire qu'il les met dans une situation où ils doivent faire un travail d'intégrer de langues, de manières de faire, de se situer dans les deux mondes et d'apprendre à passer d'un monde à l'autre. Donc, en fait, c'est cette complexité-là de la situation migratoire et puis de ce que ça implique aussi pour leurs parents, parce qu'être migrant, c'est souvent un parcours difficile aussi pour les parents. Et c'est l'ensemble de cette situation-là qui vulnérabilise, disons, les enfants. Mais il faut aussi savoir que la migration, c'est aussi un facteur de créativité pour les enfants. C'est-à-dire c'est un facteur où, finalement, les enfants, ils vont apprendre de chacun des deux mondes, et donc du monde de leurs parents, transmis par leurs parents, et du monde français, par exemple, du monde européen. Et donc, la migration, c'est une situation assez complexe. Et il y a une spécialité qui est une spécialité qui... L'idée, ce n'est pas de dire qu'ils sont fragiles, mais c'est de voir qu'est-ce qui les fragilise et surtout, comment on peut les comprendre, les aider, les soigner, mieux les éduquer, puisqu'on sait qu'il y a des pays qui réussissent mieux que d'autres à éduquer les enfants de migrants, c'est-à-dire que dans certains pays, ce n'est pas une difficulté, et puis dans d'autres pays, on ne prend pas en compte en fait leur trajectoire, on ne prend pas en compte le fait, par exemple, qu'ils ont une autre langue maternelle que le français, et du coup, cela les vulnérabilise. Donc, au fond, ils ont des caractéristiques, et si on prend en compte ces caractéristiques, tout va bien se passer. Ça augmente même la créativité. C'est des enfants qui sont capables de bien se situer dans plusieurs langues, dans plusieurs mondes, par exemple. Mais si on ne prend pas ça en compte, évidemment, on les vulnérabilise. Il y a l'épidémie, la pandémie, et il y a les mesures qui sont allées avec du confinement. Et donc, c'est des choses un petit peu différentes, ça va avec. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de ces facteurs peuvent toucher les familles migrantes et leurs enfants. Et dès le premier confinement, nous avons mis en place pour les familles migrantes et leurs enfants, d'abord, un numéro d'information sur la maladie et le confinement, donc où les familles pouvaient téléphoner. Ensuite, c'était un numéro où on donnait des informations, on répondait à leurs questions, des informations sur la pandémie, sur ce qu'il fallait faire avec les enfants, sur les risques encourus, enfin vraiment l'information. La particularité de ce numéro gratuit, donc pour les familles, c'était que les familles nous téléphonaient et elles pouvaient nous demander de les rappeler pour leur parler dans la langue qu'elles souhaitaient. Donc, si c'était en français, il n'y avait pas de problème, bien sûr. On leur donnait toutes les informations. C'était prévu pour leur donner les informations en français. On se rendait compte qu'elles ne les avaient pas toujours. Et puis, pour certaines d'entre elles, elles souhaitaient qu'on puisse répondre à leurs questions. Souvent, c'est des questions très légitimes en oudou, en berbère, en soussou, que sais-je. Alors, donc, nous, on avait un système avec une cinquantaine de langues possibles. Et donc, on rappelait dans la journée, en général dans les 2 heures, et il y avait un entretien avec un médiateur, un interprète,
et un spécialiste si besoin. Donc, on a fait ça pour les familles. On s'est rendu compte que ces familles avaient très peu d'informations, que les informations leur arrivaient au compte-gouttes et c'est qu'on présupposait qu'elles les avaient, mais parfois la langue les empêchait, mais aussi des logiques. Hein, par exemple, d'imaginer par exemple que les enfants en France ne pouvaient pas aller à l'école, c'était quelque chose qui était quasiment, pour le nombre d'entre eux, c'était pas pensable. Donc du coup, certaines familles étaient persuadées soit elles avaient mal compris, soit que c'était absolument, ça allait durer un jour ou deux, donc elles allaient quand même à l'école. Enfin, il y avait toute une série de choses comme ça qui montraient que c'était aussi les représentations, pas seulement la langue, mais la langue y était pour beaucoup. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui est connu, hein, mais que certaines de ces familles, devant le peu d'informations, devant aussi la solitude, ne savaient pas à qui parler de tout ça, elles construisaient des théories un peu sur l'épidémie, des théories qui étaient des théories, disons, pas toujours rationnelles, mais qui disaient aussi combien, comme tout le monde, confrontés au non-sens, ils essayaient de créer du sens. Et pour eux, l'épidémie, ça appartenait à des pays pauvres, au fond, mais pas à des pays riches. Et donc, il y avait tout un système comme ça d'incompréhension. Du coup, donc on a beaucoup travaillé dans ce numéro plurilingue. Ça, c'était le premier niveau. Ensuite, les familles nous ont évoqué des situations qui revenaient toujours, qui concernaient par exemple le fait que tel adolescent ne voulait pas accepter le confinement et qui voulait aller faire de la musique ou qui voulait aller jouer avec ses amis dans une gare désaffectée. Bon, au premier confinement, ce n'était pas possible. C'est toujours pas possible d'ailleurs maintenant, mais au premier confinement, c'était très strict. Et donc, la famille s'opposait, et puis il y avait des discussions, et puis il y avait des discussions aussi parce que notre président avait dit par exemple que c'était la guerre, les familles qui avaient connu la guerre disaient la perception était différente. Donc, à partir de ces situations qui étaient évoquées par les familles et la manière dont elles avaient trouvé pour régler ces situations ou pas, nous avons construit une dizaine, il y en a maintenant plus, mais à cette période, nous en avions construit une dizaine. C'était des histoires qui, un peu, on va dire, des exemples, des paradigmes qui exposaient ces situations auxquelles on était confronté avec un enfant, avec un adolescent, avec un garçon, une fille, de différentes origines. Et comment les familles trouvaient des solutions ou comment on pouvait en trouver avec elles quand elles n'en avaient pas trouvé. Donc, on a écrit ces scénarios et on les a donnés ensuite à des artistes qui créent des BD, dont Emmanuel Guibert, mais toute une série d'artistes qui ont accepté, à partir de nos scénarios, les scénarios que nous avions écrits à partir des familles. Nous avons écrit ces scénarios avec l'accord des familles, nous les avons donnés aux BDistes, à ceux qui font les BD, et nous les avons ensuite publiés. Elles sont toujours sur le site de la Maison de Solène ou sur le site transculturel.eu, et c'est donc toute une série de situations auxquelles ont été confrontées des familles migrantes avec leurs enfants et comment elles ont réussi à sortir de ces situations et à trouver finalement une modalité de négociation, d'élaboration, de discussion avec leurs enfants ou leurs adolescents. Effectivement, on les a appelés kits transculturels parce que c'est en fait une histoire et autour de l'histoire, il y a toute une série d'outils que l'on donne, en fait, qui sont faits aussi bien pour les ados, pour les familles que pour les professionnels. C'est lisible par tout le monde et on les a traduits ensuite dans plein de langues. Une manière de résister aux difficultés. Je prends l'exemple, par exemple, d'une famille. La maman est réfugiée du Congo-Brazzaville. Elle a vécu beaucoup de difficultés sur le chemin. Elle a perdu son mari, des enfants dans cette guerre. Et elle a réussi à se sauver avec certains de ses enfants. Et arrivée ici, elle se croyait en paix, mais arrive l'épidémie.
et l'épidémie lui rappelle d'une certaine façon que le monde est incertain, que non, elle n'a pas trouvé une paix absolue ici et que finalement des risques de mort pèsent sur elle et sur ses enfants, mais encore plus sur elle. Elle le sait que c'est encore plus grave pour les adultes. Et donc, par exemple, elle décide d'exiger de ses enfants de prier plusieurs fois par jour pour éviter, au fond, que c'est une manière qu'elle a trouvée, puisqu'elle est catholique et elle est très croyante, et la religion l'a aidée à résister pendant la guerre et à se sauver, à réussir à sauver quand même 2 de ses enfants. Et donc, elle utilise finalement ce qu'elle connaissait jusque-là, c'est-à-dire la prière. Bon, évidemment, les jeunes filles adolescentes, elles ne l'entendent pas comme ça, elles ne veulent pas prier nuit et jour. Elles ont aussi d'autres choses à faire. Et donc, il y a toute une discussion qui se fait. Et donc, pour que la mère trouve une manière, elle peut prier. La grande, l'adolescente, elle finalement, elle comprend la logique de sa mère, mais elle ne veut pas arrêter ses activités, ses liens avec les autres pour prier. Et donc, elle considère que, par exemple, s'arrêter 1 ou 2 fois par jour et réfléchir à ce qui est en train de se passer et se dire des mots à soi-même, c'est une prière. Et la petite, elle fait d'autres stratégies avec des jeux. Cette BD s'appelle « Rester ensemble », c'est-à-dire au fond, on essaye de résister, y compris par des moyens, chacun cherche des moyens pour se sentir plus fort et ne pas se laisser attraper par ces visions négatives, cette peur de l'avenir et par la peur de la mort. Hein. Si cette mère exige que ses enfants prient du matin au soir, ça ne pourra pas se faire comme ça, parce que c'est des enfants, parce que c'est des adolescents, parce qu'on est en France. Et donc, à chaque fois, il y a des solutions qui sont cherchées, qui supposent, c'est parfois les familles qui les trouvent toutes seules, hein, et puis d'autres fois, c'est nous qui les trouvons avec eux dans des consultations que l'on fait à cette période où on les faisait quasiment par téléphone. Là, au 2e confinement, on continue à faire nos consultations, mais on a adapté on fait dans des salles plus grandes, avec un peu moins de monde et tout ça, et on réussit à faire des consultations, soit en présentiel, soit en visio. Nous, on fait des thérapies dans toutes les langues inimaginables, dans cette richesse linguistique du monde. Et il y a des années, oui, on parle jusqu'à 50 langues, ça dépend. Mais en tous les cas, on n'est jamais arrêté par le fait que quelqu'un ne parle pas la même langue, une mère, un père ne parle pas le français. Ce n'est pas pour nous quelque chose qui nous empêche de faire de la thérapie. Et c'est extrêmement important de pouvoir, de ne pas mettre de conditions linguistiques à une consultation. Pour l'instant, on n'a que des enquêtes, on n'a pas des études au long cours parce que c'est assez difficile à faire, mais on a des enquêtes et on a des tendances dans nos services. Et on a fait ça régulièrement ces dernières semaines. Et puis, les études qui sortent des États-Unis, par exemple, ou d'Angleterre, montrent les mêmes choses que nous. Il y a une augmentation, là, en ce moment, alors qu'on n'est pas sorti du 2e confinement, il y a une augmentation du recours à la pédopsychiatrie pour les enfants et les adolescents. Alors, plus encore pour les adolescents que pour les enfants. Et pour donc des recours tentatives de suicide, automutilation, énormément d'automutilation, angoisse, crise d'angoisse, comportement anxieux sous toutes leurs formes, épisodes dépressifs. Il y a une augmentation qui serait de l'ordre de 5 à 10 fois plus de demandes de consultation et de passage aux urgences. Et à l'intérieur de cette population adolescent, les enfants de migrants sont aussi surreprésentés. Donc, ça veut dire que oui, il y a une augmentation. Alors moi, ce qui me touche particulièrement, c'est les automutilations. Alors, le suicide et la dépression, c'est aussi un facteur très important et il est en augmentation, je vous l'ai dit. Mais moi, je suis frappée par la
l'explosion d'automutilation qu'il peut y avoir, comme si ces adolescents retournent contre eux-mêmes cette violence, agressivité qu'ils ressentent. Et donc, du coup, ça se voit moins, si j'ose dire. Mais c'est très grave, parce que d'abord, il y a des continuums dans toutes ces formes. C'est comme ils ne pouvaient pas exprimer ça autrement que contre eux-mêmes, étant donné les limitations, les restrictions. Ça, on voit aussi des phobies scolaires, des adolescents qui n'arrivent pas à aller à l'école, alors que c'est très important. Globalement, le fait que l'école est restée ouverte à la deuxième vague était un facteur qui, en général, protège les enfants et les adolescents. C'est important de garder ce point de repère et de pouvoir continuer à apprendre. Mais une petite partie de ces adolescents n'arrivent pas à aller à l'école, sont pris par des inhibitions, des angoisses, des inquiétudes, comme si le monde extérieur était encore plus menaçant que jamais. Un numéro d'urgence qui reste effectivement accessible même pendant cette période de confinement, qui est le 119, oui. Que l'on peut et dire quand même que les violences intrafamiliales et la maltraitance a augmenté aussi. Oui. Effectivement, le 119, il reste disponible, c'est important de le dire. Oui, parce qu'on évoque effectivement souvent les violences faites aux femmes. En général, derrière les violences faites aux femmes, il y a associé les violences, les violences aux enfants, donc rappelé entre autres le 119 et ces 2 journées d'information, donc le 20 novembre et le 25 novembre. Merci infiniment, professeur Moreau, pour votre patience.